Ah, allez, 10 jours, 12 jours, nous étions au bord de la Troisième Guerre mondiale. Vous vous rappelez? Bruit de bottes, le feu en Iran, le feu après Gaza, le feu un peu partout. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où ira-t-on? C'était les mises en garde, c'était... Et puis... Zoro Trump est arrivé et apparemment, tout s'est calmé, cessé le feu. L'OTAN, c'était une grande cérémonie, on en parlera, où effectivement il leur a dit, n'oubliez pas que 5% de votre PIB doit être consacré à l'armement, parce qu'on veut pas être tous les seuls, nous les États-Unis. Eh bien, ils se sont quittés, et Emmanuel Macron a dit, oui, mais n'oubliez pas la menace russe, enfin voilà. Tout est mis en place, mais est-ce que tout est mis en place, ou c'est le désordre établi, ou qu'est-ce qui va se passer? Et nous allons en parler avec Gilles Sakaz. Bonjour Monsieur Sakaz. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, je rappelle que vous êtes ancien agent de la DGSE du service Action, vous êtes président fondateur du groupe Galis, et vous êtes membre du comité stratégique du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et justement, je voudrais un peu qu'on parle de ça, parce qu'on a parlé de tout, effectivement, des forces en présence, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voudrait avoir votre sentiment là-dessus. Mais quelque chose dont on a beaucoup moins parlé, parce qu'on s'est senti, soyons clairs, l'Europe en général et la France en particulier, plutôt spectateur dans cette histoire qu'acteur, mais... On disait attention, les cellules dormantes, un certain nombre de choses. L'Iran, ce n'est pas seulement les gardiens de la révolution et les Bassidji et l'ayatollah Khamenei, c'est aussi les cellules dormantes un peu partout. Est-ce qu'à votre avis, compte tenu de ce que nous avons vécu et que vous avez vécu au moins aussi bien que nous, et de façon au moins aussi bien renseignée, est-ce que c'est un chapitre, c'est une séquence, et il faut en s'attendre à d'autres, notamment sur notre territoire? Bon. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que Trump nous rappelle un vieux principe qu'on avait peut-être oublié, en tout cas en Europe, c'est que l'armée est le prolongement de la diplomatie, c'est-à-dire on n'obtient pas grand-chose sans être capable de sanctionner ou en tout cas d'imposer notre vue au bout du bout quand tout est en échec. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'en Europe, ça fait quand même maintenant quelques décennies qu'on se gargarise avec la paix, et on apprend dans la douleur ce qu'on savait pourtant depuis des générations, parce que la France a quand même une histoire militaire importante, et c'est dommage qu'on n'ait pas capitalisé là-dessus. Et ce qui est aussi dommage, cher Gilles Sakaz, c'est qu'on a oublié que civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Exactement. Et Clausewitz qui nous disait effectivement ce que vous venez de dire, d'ailleurs la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, effectivement, et l'Europe, quoi, elle dormait en fait. Et c'est quoi, enfin, qu'on soit dans cette situation, je ne dis pas de léthargie, mais enfin presque. Oui, parce que plus jamais ça, et on a pensé que les conflits avec le nucléaire, en gros, on réglait avec la dissuasion, on réglait, on calmait toute envie de guerre de la part de nos compétiteurs ou de nos ennemis, et on voit que la réalité elle est plus complexe, et qu'on revient sur des schémas de conflits beaucoup plus classiques, où on est obligé d'engager nos troupes sur le terrain pour défendre nos intérêts, que ce soit à l'étranger d'ailleurs. On ne le découvre pas, hein. L'armée française est en guerre depuis plusieurs décennies, hein. Alors à notre échelle bien sûr, mais voilà. Donc là, avec les conflits, vous les avez nommés, hein, donc avec les conflits, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Moyen-Orient, on redécouvre l'impérieuse nécessité de ne compter que sur nous-mêmes, parce que on est passé d'un Biden qui était ami avec l'Europe, ou en tout cas à un Trump qui a une politique un peu plus américano-américaine, ou en tout cas America First, et voilà. Donc on redécouvre en fait le besoin de souveraineté, ce qui est quand même un peu grotesque, parce que l'Europe est composée de nations, de vieilles nations qui ont toujours fait de leur souveraineté une priorité. Oui, exact. On redécouvre ce qui est l'évidence, quoi. Parce que, enfin, une évidence historique qu'on avait mis sous le boisseau. On a détricoté, on a déconstruit nos souverainetés, et là pour le coup, moi j'en veux aux gouvernances sur les dernières décennies, mais sans construire autre chose à côté. On n'a pas du tout construit une Europe politique, une Europe qui se défend. On a voulu aller trop vite, un peu par idéologie, un peu. Et bon, tout est encore rattrapable, hein, mais il faut se réveiller, et les risques de déstabilisation, on le voit. Je veux dire,
la France est aujourd'hui attaquée, on l'a vu sur nos dom-toms, on le voit en Nouvelle-Calédonie avec des jeux un peu complexes de la part de l'Azerbaïdjan, de la part de la Turquie. On le voit sur Mayotte également, où ce n'est pas qu'un problème interne. Donc nos fragilités qu'on a construites nous-mêmes en réalité sont largement exploitées par même plus des puissances extérieures. Je parle même pas des grandes puissances, mais ne serait-ce que de nouveaux acteurs de taille intermédiaire qui s'autorisent à mener des opérations sur notre territoire pour supprimer ou pour neutraliser leurs oppositions, venir nous bousculer sur nos dom-toms. Voilà, et la France n'est plus du tout en capacité de réagir, ou en tout cas n'a plus envie de réagir comme elle devrait réagir. Et alors justement, parce qu'on a parlé, on se rappelle des attentats, effectivement, du Drakkar au Liban, de tout ce qui s'est passé depuis des décennies, comme vous dites, et de quelques attentats sur le sol français. Mais à votre avis, vous avez regardé le premier bilan qu'on peut tirer de ce qui s'est passé. Est-ce que justement, bon, le régime des Mollahs, il est toujours là, il n'est pas parti, on ne sait pas, vous avez écouté comme moi. Est-ce qu'à votre avis, alors les uns disent, oui, les capacités nucléaires de l'Iran ont été, sinon détruites complètement, du moins très 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 diminuées, d'autres disent le contraire. Est-ce que ça veut dire que ça va être aussi la continuation de la guerre par d'autres moyens, par des cellules dormantes qui peuvent bouger, pour faire des choses, ou vous ne voyez pas ça comme ça? Bien sûr que le conflit va continuer avec une autre intensité, avec d'autres méthodes, peut-être plus sur, comme il était précédemment, sur des guerres asymétriques. Ce qui est un peu gênant, si vous voulez, c'est que on mélange un peu tout, c'est-à-dire que l'Iran, c'est un vrai souci pour Israël. C'est clair, on peut pas, personne ne peut. Moi, je fais partie de ceux qui s'autorisent à critiquer la politique étrangère israélienne quand elle mérite d'être critiquée. Si vous voulez, j'ai pas de blocage avec ça. Là, en revanche, personne ne peut accepter d'avoir un pays voisin qui travaille sur la bombe nucléaire et qui vous dit, dès qu'on a la bombe nucléaire, on va vous vitrifier. Oui, ça, ils l'ont écrit. Oui. Ouais. Et il y a une nécessité effectivement de conflit, je dirais, en prévention, quoi. Je veux dire, on peut parfaitement comprendre cette position-là, et de toute façon, avec ou sans notre accord, Israël a besoin de se défendre et d'assurer sa survie. Mais en Europe, le terrorisme islamiste, qu'on a subi n'a rien à voir avec l'Iran. Alors qu'on a essayé à un moment donné de mélanger un peu. L'Iran est chiite, les Israéliens subissent ce terrorisme islamiste-là. Nous, on est plutôt sur un islam sunnite, salafiste, si vous voulez. Donc, nos intérêts ne convergent pas complètement, même si les Israéliens sont évidemment nos partenaires, mais ne convergent pas complètement en termes de menaces terroristes, si vous voulez. Il faut, et ce distinguo-là, il faut le faire, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Je veux dire, l'Iran, il y a très longtemps, ça a été le cas, vous avez cité le Drakkar, ça a été le cas, on a eu les chiites, on a eu l'Iran en face de nous, mais c'est terminé depuis. Bien sûr. Ce n'est plus le cas. Nous, en tant que France et en tant qu'Europe, j'entends. Hein. Oui, bien sûr. Je ne parle pas du bloc occidental. Bien sûr. Mais alors, du coup, à votre avis, est-ce que aujourd'hui, nous, enfin les gouvernants ou les princes qui nous gouvernent ou autres, que ce soit en France ou ailleurs, est-ce qu'ils ont pris la mesure de ce qui se passe? Parce que encore une fois, je reviens sur cette image. Elle est schématique, elle est presque caricaturale, mais on a l'impression que nous ne sommes même plus à la table ni des négociations, ni des tractations, etc., et que nous sommes un peu spectateurs en coulisses, et que de temps en temps, nous lançons des avertissements. Oui, attention, il y a toujours la menace russe qui est là, qui vont peut-être nous envahir. Et est-ce que, en dehors même des déclarations de tel ou de tel, ça traduit quoi? Ça traduit vraiment que l'Europe est devenue spectatrice? Comment voulez-vous qu'on pèse encore dans le paysage et qu'on soit à la table des négociations? On a détricoté toute notre influence avec une... Alors ça date pas du mandat Macron, hein, mais des deux mandats Macron, ça a démarré bien avant. Mais ça s'est précipité quand même, il faut le reconnaître, sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, on gesticule. D'abord, on n'a plus l'influence qu'on avait, donc pour pouvoir jouer cette troisième voie, quand on s'est aligné derrière les intérêts américains à l'époque de Biden, on est complètement sorti du gaullisme, en fait. Hein, c'est-à-dire, ça sans caricaturer les choses. Je veux dire, on est sorti de cette influence, de cette bascule qu'on pouvait faire d'un côté ou de l'autre, en ayant
une certaine souveraineté. Du moment qu'on s'aligne derrière un grand, quel qu'il soit, on n'existe plus. Ils n'ont plus besoin de nous. Ça c'est, je dirais, un des problèmes fondamentaux. Mais au-delà de ça, tous les problèmes qu'on a en interne, je veux dire, quand on parlait de balkanisation de la France, de risque de balkanisation ou de risque de libanisation de la France, on était, je parle des experts, je parle même pas de politique, là, hein, c'est quelque chose qui a été identifié il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que Gérard Collomb nous disait. Le côte à côte et le face à face. Oui. Exactement, c'est une autre formulation peut-être un peu plus soft et qui fait moins peur, mais ça veut dire la même chose. Donc on a tellement, on le voit, on peut plus faire une fête, on peut plus faire une commémoration, on peut même plus organiser un match de foot important sans que l'État perde la main. L'État perd la main, je veux dire. Donc comment voulez-vous qu'on pèse à l'international si déjà au niveau national, je le disais à l'instant, des puissances intermédiaires se permettent de nous piétiner ou de violer notre souveraineté allègrement, sans qu'il y ait de réaction réellement à la hauteur, sans maîtriser notre territoire en interne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille expliquer aux Iraniens, aux Israéliens, aux Américains, aux Russes ou aux Ukrainiens ce qu'ils ont à faire? Je veux dire, notre parole, elle pèse pas, quoi. Je veux dire, soit on nous regarde avec un peu d'empathie et avec gentillesse, parce que la France reste quand même un pays qui est un peu, les gens ne sont pas hostiles, je le vois même sur l'Afrique. Bien sûr. Je travaille beaucoup en Afrique, ils nous disent la France stop, mais les Français bienvenue. Et on en est encore là, je veux dire, c'est... Oui, c'est-à-dire que non mais ce que vous dites, c'est on nous regarde soit avec effectivement sympathie, soit un peu avec commisération, mais ce que vous venez de dire, à partir du moment où on ne peut pas donner des leçons aux autres si on n'est pas capable nous-mêmes de maintenir un certain ordre, en tout cas un certain équilibre par rapport à, comme vous dites, des gens de moins d'importance qui se permettent effectivement de grignoter du terrain sans qu'on réagisse, quoi. Juste, je voudrais qu'on reste ensemble, on fait une petite pause, Gilles Sakaaz, et on va dire au fond qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la marge de manœuvre. Je voudrais vous poser la question. Restez avec nous. On va continuer à parler de l'Iran, d'Israël et surtout de la France et de l'Europe. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pour l'Europe en général et la France en particulier, les carottes sont-elles cuites ? Nous n'allons pas, heureusement, si vite en besogne. Gilles Sakaaz, nous sommes toujours avec Gilles Sakaaz, ancien agent de la DGSE, président fondateur du groupe Galis et je rappelle, membre du comité stratégique du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Alors on a parlé un peu de effectivement, ne pas s'étonner, vous l'avez rappelé et très judicieusement, que étant donné ce qui s'est passé dans les dernières décennies, on est là, soit en tant que spectateur, soit en tant que dans une certaine passivité. Encore que, ne l'exagérons pas, la France agit encore en Afrique et ailleurs, mais pour revenir à cela, est-ce que, à votre avis, par exemple, justement, Gilles Sakaaz, parce que Emmanuel Macron a parlé en disant n'oublions pas la Russie, attention, la Russie est la menace principale en Europe, ne l'oublions pas, etc. Est-ce que, effectivement, on va aujourd'hui retrouver, je ne parle pas seulement de l'écume médiatique, on va retrouver la Russie et l'Ukraine au premier plan après l'épisode moyen-oriental? Alors, sincèrement, Monsieur Berkov, moi je crois que sur l'Ukraine, le jeu est plié, c'est-à-dire qu'il est plié depuis le départ. Enfin, je veux dire, sans caricaturer les choses, mais pour faire simple et court, aujourd'hui, les Russes ont annexé administrativement, et ce terme est important, une partie des territoires. Ouais. On pouvait parfaitement anticiper parce qu'on savait que la Crimée, par exemple, pour eux, c'est pas négociable. Ils garderont la Crimée, moi je vous l'annonce. Ils garderont la Crimée, probablement une partie du Donbass, etc. On savait que c'était ça leur objectif, puisque ça faisait partie... Céder ces territoires-là, ça faisait quasiment partie des accords Minsk II. Tout à fait. En l'état. Le reste, après, c'est de l'occupation militaire. Les Russes étant ce qu'ils sont depuis toujours, tels qu'on les connaît, ils ont pris beaucoup plus de territoires que ce dont ils avaient besoin. Ils vont négocier, ils vont se replier, ils vont garder, en gros, ce qui a été pris administrativement. Et c'est important parce que dans l'emploi du nucléaire tactique des Russes, en fait, et les Russes sont beaucoup plus légalistes que ce qu'on pourrait penser, oui. Ils peuvent faire usage du nucléaire à partir du moment où leur territoire est violé, et non pas donc en attaque, mais en défensive. Du moment que ces territoires, que maintenant la Crimée est russe,
si un char occidental rentre en Crimée, il s'autorise en toute légalité à faire usage du nucléaire tactique. Bon, ça c'était parfaitement prévisible, c'était Minsk 2. Ouais. C'était Minsk 2. Peu ou prou, c'était Minsk 2. Donc je veux dire, on a fait cette guerre en fait alors on nous dit qu'on a gagné, on n'a rien gagné du tout. Je veux dire, le conflit il va s'arrêter à un moment donné quand Trump décidera d'y mettre un terme comme il l'a fait en Iran. Tout à fait. Et l'Europe, elle paye ce qu'on se disait tout à l'heure, elle paye sa démilitarisation. C'est pas l'armée française qui est même plus souveraine ni autonome en munitions qui va aller affronter les Russes. Le président nous a parlé d'une économie de guerre. Oui. Les Russes se sont mis en économie de guerre en même pas une année. Nous, on a qu'est-ce qu'on a fait de différent? Elle est où l'économie de guerre? On n'est pas capable de faire de l'économie tout court. On est au bord de l'effondrement économique. Mais alors, attendez. Ah oui, alors juste un mot là-dessus. Ce que vous dites est des propos tout à fait de bon sens. Mais à mettre en parallèle, vous parlez d'économie de guerre et de mobilisation, alors que dans l'enthousiasme, en tout cas apparemment, hier soir, ils ont voté pour 5% du PIB de chaque pays va être consacré aux dépenses militaires pour l'OTAN. Vous avez vu? C'est-à-dire pour nous, ça veut dire pour la France, 145 milliards d'euros. 145 milliards d'euros à l'horizon 2035. On les trouve où? Est-ce que ça a l'air tellement, je veux dire, l'abîme entre les mots et les choses. C'est tout à fait ça. Si vous voulez, moi je suis ancien militaire, donc je me réjouis d'entendre ça. Mais quand je veux dire, 3300 milliards de dettes et on vient de reprendre 40 milliards de dettes supplémentaires dans le dernier trimestre. Donc on est à 3340 et quelques milliards de dettes. Donc on nous prête de l'argent, mais ça va pas durer, si vous voulez. Donc les postes d'économie sont où? Il y a des vieux principes qu'on n'ose pas attaquer. L'immigration, par exemple, qui à la fois participe à la déstabilisation intérieure, qui nous coûte de l'argent, puisqu'il y a un rapport. J'ai vu ça. Pour ne rien vous cacher, j'ai découvert ça ce matin. Un rapport de l'Observatoire de l'immigration, basé sur des sources de l'OCDE, qui nous dit stop avec le mythe de l'immigration qui coûte pas d'argent et qui en rapporte, puisque suivant les chiffres de l'OCDE, en gros, la balance elle est négative puisque ça couvre la plus-value couvre 80% du déficit. Donc il reste 20%. Donc il faut qu'on arrête avec nos dogmes en fait et qu'on se mette à chercher si vraiment on veut remettre en route l'outil militaire, ce qui est une très bonne nouvelle. Moi, je suis attaché à la souveraineté. Et c'est quelque chose qui, selon moi, ne peut pas être délégué, pas plus à l'Europe qu'aux Américains ou qu'à n'importe qui d'autre. Donc, super, alléluia, mais on trouve l'argent où? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ce sont des annonces qui ne seront pas suivies des faits, enfin en tout cas dans l'immédiat, sans changement de fond. Oui, c'est de la parole verbale, quoi. C'est 5% du PIB, disons, soyons clairs. Et en fait, tout se passe comme si, je ne sais pas, on va pas lire dans le marque de café, mais tout se passe comme si Trump, tôt ou tard, dirait, écoutez, à Poutine, aux Européens, occupez-vous de la Russie, essayez de la fixer. Moi, je m'occupe de l'Asie parce que je suis plus préoccupé par ça. Apparemment, on a l'impression d'un changement de rôle, si vous voulez. À chacun sa zone. Alors ça, entre partenaires, même si quelquefois le terme galvaude un petit peu, camoufle un petit peu des réalités plus brutales, mais effectivement, entre partenaires, ça a toujours existé. C'est-à-dire que les Américains nous délèguent une partie des actions, par exemple, sur l'Afrique francophone. Bon, aujourd'hui, on est un peu sorti de ça. Ça a été ça pendant longtemps. Je pense qu'à partir du moment où justement on a voulu un peu sortir du jeu en s'alignant derrière les Américains, ça a vraiment changé. Et puis nos moyens, notre influence encore une fois a diminué. Donc on ne compte plus tellement sur nous pour faire grand chose. Ça a été le cas à une certaine époque, mais aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on nous délègue grand chose. Encore une fois, on est plus attaché à essayer de maîtriser notre propre territoire, nos dom-toms. Qu'est-ce qu'on va faire de la Nouvelle-Calédonie? On va la lâcher, on va la garder. Il y a des sujets, c'est hyper tabou. Mais je veux dire, la Nouvelle-Calédonie, il y a des enjeux économiques. C'est 7% ou 8% des réserves mondiales de nickel. Bon, si nous, ça ne nous intéresse pas, ça intéresse d'autres personnes, quoi. Enfin, oui, je veux dire, c'est clair. Oui, c'était un constat, mais enfin, en tout cas, c'est un constat lucide. Merci beaucoup, merci Gilles Sakaz. On va continuer évidemment avec vous, si vous êtes d'accord, de suivre tout cela. Et voilà. Et simplement, la lucidité, c'est une bonne chose à garder. Merci. Je vous en prie, merci.